Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. De te retrouver, bonjour à toi qui m'écoute là où tu es. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de la semaine. On est déjà vendredi. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jimenez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On va parler justement du bien-être au travail. Madame Claudia, que j'avais déjà reçue dans cette émission, nous avait déjà expliqué les outils de mesure du bien-être en entreprise et l'impact de la négligence du bien-être en entreprise. Aujourd'hui, elle va nous faire un rappel et elle va nous aider à identifier les collaborateurs difficiles ou les collaborateurs sources de stress et comment améliorer le bien-être en entreprise. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Madame Claudia. Bonjour Manel. Ça va? Comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien. Je suis très contente de vous recevoir une deuxième fois. Eh bien, moi aussi, je suis ravie d'être là, ravie d'être avec vous tous. J'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai gardé un très, très beau souvenir de vous lors de votre dernier passage ici à l'émission parce que j'ai trouvé que vous avez un côté comme ça, sans langue de bois, franche, et j'adore ça. Ah ben, c'est très gentil. En tout cas, c'est un beau souvenir pour moi aussi. On peut presque parler de souvenir parce que c'était déjà il y a quelques semaines, effectivement. Effectivement, il y a quelques semaines. Et j'attendais ce rendez-vous avec impatience. J'ai beaucoup appris aussi avec vous, Claudia. J'ai reçu un SMS. Bonjour Manel, toujours un plaisir de vous entendre malgré les nombreuses pauses. Alors, il faut que je vous explique quelque chose. C'est l'émission où il y a le moins de pauses. Hein. J'insiste, mais c'est toujours un plaisir de vous lire par SMS. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Claudia Jimenez, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous rappeler, pour ceux qui viennent de vous voir pour la première fois, les outils de mesure du bien-être en entreprise. Comment vous voyez que dans une entreprise, il y a, un climat très très bien, qui favorise le travail. D'accord. Alors, pour ce petit rappel, si vous êtes d'accord, Manel, j'aimerais aussi rappeler juste la définition que donne l'OMS au bien-être au travail, juste pour quand même bien cadrer ce de quoi on parle. Donc l'OMS nous dit, c'est un état d'esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur et de l'autre les contraintes et les possibilités du milieu du travail. En d'autres termes, moi ce qui m'intéresse, et pour refaire le récapitulatif un peu de ce qu'on avait dit l'autre fois, c'est qu'il s'agit d'un état d'esprit, et donc un état d'esprit positif. Donc on comprend tout de suite que c'est extrêmement compliqué pour les entreprises à mettre en place et à mesurer, puisqu'on parle d'état d'esprit, que c'est au travail, évidemment, donc c'est la responsabilité de l'entreprise, mais aussi du collaborateur. Et on comprend la définition que ce n'est pas si simple que ça. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce que ça se mesure en entreprise? Je vous avais dit la dernière fois, il y a beaucoup d'outils de mesure qui sont mis en place et généralement, on mesure plutôt l'impact sur les facteurs négatifs. En tout cas, ce que moi j'appelle facteurs négatifs. On est en entreprise, donc en entreprise, on va travailler sur le bien-être avec comme objectif, malgré tout, de faire en sorte que les gens soient efficaces, puisqu'on est en entreprise. Et donc, ce qu'on va mesurer, ce sont des choses comme le taux d'absentéisme, les maladies psychosociales, le turnover, l'efficacité sur certains critères d'indicateurs. Donc voilà, des choses qui vont pouvoir se mesurer et desquelles on va pouvoir déduire que potentiellement, il y a mal-être. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer à nos auditeurs ce que c'est le turnover? Parce que c'est peut-être quelque chose... Oui. Pardon. D'accord. Donc, c'est le taux de rotation, donc le nombre d'employés, le temps qui reste dans une entreprise ou pas.
D'accord. Donc c'est quelque chose, c'est un indicateur de mesure de différentes choses, mais du bien-être aussi. Maintenant, il y a des études qui montrent que être mal au travail, se sentir mal au travail, n'est pas forcément un signe de départ. D'accord, c'est pas parce qu'on se sent mal que forcément c'est la première chose à laquelle on pense. Mais est-ce que plus il y a des départs, plus il y a d'embauches, plus ça signifie qu'il y a, on va dire entre guillemets, un mal-être au travail? En tout cas, ça peut être un signe de mal-être. Après, il faut que c'est quel type de mal-être. Si on parle du bien-être, et à nouveau, c'est pour ça que j'ai donné la définition, si on parle de cet état d'esprit positif, c'est pas forcément le seul signe. Ça peut être indicateur d'autre chose. D'accord? De ne pas aimer son travail, de ne pas être à sa place, que ça ne corresponde pas à ce dont on a besoin. Claudia, j'ai entendu aussi quand je cherchais aussi un emploi que quand je vois une moyenne d'âge très jeune et un taux, comme vous avez dit, de recrutement très élevé des départs, c'est un signe de mal-être et que je dois faire attention et ne pas aller plus loin dans ma démarche de postuler. Oui, c'est jamais un bon signe. Alors moi je ne conseillerais jamais de dire n'allez pas dans la démarche de postuler. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais si on c'est pas grave, on y va. On y va quand même et on essaye. On y va quand même. Non, parce que quand on parle à nouveau, je reviens à cette notion d'état d'esprit, c'est jamais blanc ou noir. Mais si on prend par exemple des secteurs comme les centres d'appel qui sont fort décriés, etc., c'est des endroits qui peuvent être défendus, qui peuvent être pris aussi pour les jeunes comme une bonne école, des endroits où on passe, un certain nombre de mois, peut-être où on ne fait pas carrière et où c'est pas forcément négatif. Je veux dire, ça peut pas être le seul critère, à mon sens, de bien-être ou de société ou non dans laquelle il faut postuler. Par contre, il y a une petite lumière ou une petite cloche qui doit s'allumer effectivement quand il y a un taux de rotation élevé dans une entreprise. Effectivement. D'ailleurs, pour l'entreprise elle-même, j'ai envie de dire, pour le RH elle-même. Effectivement, Claudia, moi aussi, pareil, ma petite expérience, on va dire, quand il y a un taux de rotation élevé, je franchis quand même le pas et je postule, je suis prise. Mais par la suite, je me rends compte que effectivement, les conditions de travail sont difficiles. C'est pour ça que la moyenne d'âge est très jeune et aussi la moyenne ou alors la durée moyenne que les gens restent dans cette entreprise, il est très très réduit. Très court. Très court, exactement. Et Claudia, aussi, avant d'aller dans les détails, comment identifier les collaborateurs sources de stress, si on va dire, vous avez dit aussi, ce n'est pas que la responsabilité du manager ou de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs, le bien-être en entreprise en général. Mais si on le néglige, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Juste un petit rappel. Alors, si on le néglige, ce que ça peut avoir comme impact, l'impact, bien sûr, on vient de le dire, sur l'efficacité et la qualité du travail, mais aussi l'impact sur la personne. Donc là, on va parler pour les gens eux-mêmes. Ce qu'on disait la dernière fois, et on s'est attardé longuement là-dessus, c'est sur le stress. Un stress positif, un stress qui va donner l'adrénaline, c'est très bien, c'est quelque chose de positif qui va nous mettre en action, nous mettre en avant. Si le stress perdure et qui devient chronique, on va rentrer dans des situations d'anxiété, dans des situations qui peuvent aller jusqu'au burn-out. Donc voilà ce que le mal-être au travail va amener. Donc selon vous, Claudia, il y a bien un stress productif et un stress néfaste. C'est le stress. Quand le stress devient chronique, il faut vraiment y faire attention parce que ça peut coûter aussi très cher à l'entreprise en termes de maladie, de dépression. Exactement, oui. D'accord. Claudia, on va passer maintenant aux collaborateurs difficiles. En préparant cette émission, vous m'avez dit, je n'aime pas coller des étiquettes et je trouve que vous avez tout à fait raison. On va pas coller des étiquettes, mais on va parler de comportements difficiles au sein de l'entreprise. Quels sont ces comportements
qui sont source de stress. On peut commencer par le premier. Je vous écoute. Alors, les comportements qui sont source de stress, si vous le permettez, Manel, je vais tourner la question autrement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des comportements qui sont source de stress? Certainement. D'accord. Est-ce qu'un comportement peut être source de stress pour moi et peut-être pas? Qu'est-ce qui est pour vous un comportement source de stress? Est-ce qu'il sera forcément source de stress pour moi? C'est une question de perception des choses. Alors voilà, pour moi c'est une question de perception. D'accord. Alors, on ne parle pas de collègues toxiques, de harcèlement. À nouveau, là, ce sont des extrêmes. D'accord. Voilà, ce sont des problématiques que, à mon sens, le collaborateur ne peut pas régler seul. On parlait de harcèlement la dernière fois. Maintenant, il y a des comportements qui peuvent apparaître toxiques pour l'une ou l'autre personne. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de sa propre personnalité. D'accord. Notre seuil de tolérance aussi, peut-être? Le seuil de tolérance est lié à ça. Je prends un exemple. Je suis une personne calme, réfléchie, qui a besoin de temps pour réfléchir, qui aime les détails. Et j'ai un collègue, voire même un manager, qui lui est plutôt du genre à être orienté objectif, à venir avec sa montre me dire à chaque fois, bon allez, est-ce qu'on avance? Est-ce que je peux le ressentir moi comme source de stress? Exactement. Donc c'est deux différents caractères. Sans que ce soit forcément toxique. Sans que ça soit toxique. Donc vous êtes en train de dire on peut être des opposés et c'est ça qui peut créer, on va dire, la différence, on va dire certains petits problèmes au boulot. C'est la différence de caractère. Pas tellement de caractère, mais vraiment de comportement. Donc moi, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec les énergies de couleur et les profils de comportement. Et en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que bon, on est tous uniques. On a tous différentes énergies et dans ce type de modèle, ce sont des énergies de couleur et on a quatre énergies de couleur avec une dominante. Mais sans rentrer dans les détails, ce que ça veut dire, c'est que on a chacun des besoins propres, ok? Et que à partir du moment où ces besoins ne sont pas comblés ou reconnus, ou quand on est dans un moment de stress, dans un environnement qui ne nous convient pas, on réagit d'une certaine manière qui est négative pour nous et qui peut être perçue comme négative pour l'entourage. D'accord. Si vous permettez, Claudia, on va se retrouver juste après la pause. Mais je vais vous proposer, par exemple, quelques comportements et vous allez m'expliquer comment me comporter avec ces gens pour mieux aller au travail. Est-ce que ça vous va? Parfait, allons-y. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. On est en train de parler justement du bien-être au travail. Elle nous a rappelé les outils de mesure du bien-être en entreprise et parmi ces mesures, le taux de rotation, je dis bien parmi ces mesures, le taux de rotation en entreprise, et il nous a rappelé aussi l'impact de la négligence du bien-être en entreprise qui peut coûter très cher à l'entreprise, notamment en maladie, dépression, burn-out. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Monsieur MM, bravo à toutes les deux. Je vous remercie beaucoup pour votre SMS. Rebonjour Claudia. Bonjour. Ça va? Très très bien, merci. Alors, avant la pause, je vous ai demandé gentiment de me donner vos conseils d'experte. Je vais vous décrire certains comportements des collaborateurs. Ça peut être aussi moi, hein. Je suis pas en train de parler que des autres. Et donc, je vais vous dire justement, est-ce que vous avez fait la liste? Dites-nous, chez vous. Oui, je me reconnais dans certains comportements pour être
Pour être honnête. Un quiz. Donc, c'est aussi pour mes collègues, comme ça, ils apprennent à se comporter avec moi. Alors, on va commencer par le premier, si vous permettez, Claudia. Pendant, par exemple, une réunion ou quand j'ai envie, par exemple, de parler de travail et j'ai un collaborateur qui me coupe toujours la parole, qui, à mon sens, dit des choses, je répète, à mon sens, dit des choses qui sont inintéressantes. Donc, couper la parole constamment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Alors, d'abord, puisque vous parlez de vous, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? En général. Sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai été sur les forums lire les gens qui se plaignent tout le temps de leurs collègues, et j'ai noté les plaintes qui reviennent très souvent. Donc moi, ici, quand je parle vraiment au nom des auditeurs. Oui. Ok. Mais donc, quand vous avez quelqu'un qui coupe la parole, vous avez raison de dire que c'est une perception. Oui. Donc, finalement, la situation, c'est quelqu'un qui prend la parole ou qui a en tout cas besoin, de ce que je comprends, de s'imposer au sein d'une réunion. Oui. D'accord? C'est quelqu'un qui a ce type de comportement où il n'est pas du tout en retrait. Donc, contrairement à la personne que j'évoquais ou le style de comportement juste avant, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en avant, quelqu'un qui, quand il rentre dans la pièce, si on pouvait l'applaudir, il serait content, pour faire un petit peu une image. Oui. Et donc, il a cette tendance, effectivement, à couper ou à être perçu comme couper la parole. Après, je pense qu'ils disent des choses intéressantes ou pas, c'est effectivement une perception. Mais le fait est qu'il y a cette prise de parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens, quand on a des personnes comme ça en face de soi et qu'on doit gérer une réunion, la première chose à faire, c'est l'écoute, d'accord, et identifier le pourquoi cette personne a besoin, dans cette réunion-là, de se positionner de la sorte. Donc, quand je dis l'écoute, c'est écouter avec ses oreilles, mais c'est aussi écouter avec ses yeux, et c'est aussi écouter en posant de bonnes questions. Donc, quand on a ce type de comportement en face de soi, idéalement, avec une ou deux bonnes questions, savoir comment est-ce que qui peuvent être, comment est-ce que tu vois les choses, explique-nous, donc des questions pour recadrer. Généralement, ces personnes-là, très rapidement, se calment et se mettent en retrait. Alors, pour un temps, mais en tout cas, c'est une manière de les stopper. C'est certainement pas le type de comportement vers lequel il faut aller en le laissant prendre notre énergie. D'accord? Pas de questions, ah mais tiens, pourquoi? Ah oui, est-ce que tu es certain? Ne pas lui couper non plus la parole, faire la même chose dans l'autre sens, parce que ça ne va pas fonctionner. Au contraire, il faut lui donner la parole, lui donner l'intérêt dont il a besoin, mais de manière très courte, le cadrer. Donc, avec une ou deux bonnes questions qui permettent de le cadrer. Et généralement, une question plus qui commence par comment que pourquoi. Ah, d'accord. Donc, ça, c'était une plainte d'un manager et non pas d'un employé qui disait il a affaire à quelques travailleurs ou à quelques employés qui n'aiment pas travailler. Ils sont découragés, ils n'aiment pas leur travail, ils n'aiment pas travailler pour l'entreprise. Bref, rien ne leur convient. Et ils se demandent comment je peux me comporter avec ces employés, avec ces éléments. Ok. Donc, ce que j'entends, et je remercie pour cette question, elle est pertinente parce que c'est souvent une question qui revient. Et d'ailleurs, j'ai un exemple récent, si je peux me permettre, d'une petite entreprise, quelqu'un de jeune, le fils qui reprend le poste, avec une équipe qui est en place depuis longtemps et qui vient me voir aussi en disant rien ne fonctionne, ils ne sont pas motivés, exactement avec le même type de remarque. Alors, d'abord, il faut analyser le rien. D'accord? Donc, que veut dire rien pour ce manager? Quand il dit rien ne fonctionne, j'imagine et je comprends ce que moi j'ai mis en place ne fonctionne pas. Donc là, la première chose à faire, c'est se poser des questions sur lui et voir avec lui ce qu'il a mis en place et pourquoi ça ne fonctionne pas.
D'accord. Probablement que ça ne fonctionne pas parce que ce qu'il a mis en place, et encore, je m'avance là, mais de manière générale, probablement ce qui fonctionne pas, c'est que, j'en reviens à ses besoins de chacun, il a probablement mis des choses en place qui répondent à ce qu'il pense être des choses positives, mais qui se rapprochent probablement plus de ses besoins à lui. D'accord ? Et qui ne répondent pas forcément aux besoins des collaborateurs. D'accord, c'est très clair, Claudia. Je vous remercie. Maintenant, toujours, je suis désolée, je vais employer le mot anarchiste, mais je ne suis pas en train de coller une étiquette, mais je parle plutôt de celui qui se comporte d'une manière imprudente. Est-ce que c'est une bonne idée de le placer, par exemple, à lui permettre, par exemple, de travailler à distance? L'anarchiste. Je vous écoute. Alors, la manière dont la question est posée, c'est que vous avez une idée enfin, j'entends quelque chose derrière. Donc, si on pouvait, quand vous dites l'anarchiste, celui qui prend des risques, la question est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est judicieux de le laisser travailler à distance? C'est exactement ça, oui. Oui, c'est ça ma question. Est-ce que c'est judicieux? Pas, est-ce que c'est une solution de le laisser travailler à distance? Est-ce que c'est judicieux? Alors, je ne vois pas en quoi ça ne pourrait pas être judicieux. Le full control n'est pour aucun profil. Il y a d'autres mécanismes qui doivent être mis en place. Donc, je ne sais pas l'environnement. Est-ce que vous entendez par quelqu'un qui prend des risques? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui va aller en dehors du cadre ou quelqu'un qui prend des risques physiques ou à quel type de risque est-ce que vous pensez? Dans le sens où c'est quelqu'un, par exemple, qui ne mesure pas la gravité de ses actes. Il peut être envahissant par moment, il peut... vous comprenez ce que je veux dire? Oui. D'accord, oui, ok. Donc, est-ce que c'est judicieux de le laisser travailler à distance? Oui, autant que les autres. Simplement, là encore, la manière de le gérer, la manière dont le manager ou le responsable va devoir interagir avec lui, va devoir correspondre à ce type de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'on va laisser travailler en full autonomie. C'est quelqu'un avec qui on va avoir un maximum d'interaction. C'est quelqu'un avec qui on va probablement plus demander de rendre des comptes dans le sens de tenir au courant du déroulement de son travail. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de plus de limites. Donc, ce type de comportement, enfin, rien n'est jamais voulu. Encore une fois, si on ne passe pas la barrière des personnes vraiment toxiques, les comportements sont toujours dus à un environnement, à une personnalité, à ce qu'on a vécu. Et donc, au manager, de par la discussion, à identifier ça pour répondre au mieux et pour trouver la solution qui convient. Mais moi, j'ai envie de dire, oui, ce type de profil, tout autant que les autres, laissez-le travailler à distance, mais assurez-vous d'être en interaction suffisante avec lui et encore une fois, dans une communication ouverte avec des bonnes questions pour pouvoir l'entourer et s'assurer que cette prise de risque dont vous parlez soit minimum. Merci Claudia. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Madame Claudia, si on parcourt les annonces sur Internet, les offres d'emploi, le mot flexible revient tout le temps. Et aussi, les rechercheurs d'emploi vont toujours dire « je suis quelqu'un de flexible ». C'est une qualité pour les employeurs. Or, par exemple, dans certaines entreprises, on peut toujours croiser un profil qui est, on va dire, inflexible ou trop rigide. Comment un manager peut se comporter avec une personne qui est inflexible? Ok. Alors, je pense qu'il y a une différence entre la flexibilité demandée dans les annonces. C'est d'ailleurs assez vague, mais en général, ça veut dire, soyez flexible. On a plein d'idées au niveau des horaires, au niveau de la manière de travailler. Les tâches aussi. Voilà, je fais une petite parenthèse quand il y a écrit flexible et on a
tous envie de dire oui, je suis très flexible, peut-être de demander ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Mais certainement dans le monde d'aujourd'hui, où la flexibilité, ça va aussi passer par la résilience, l'adaptabilité, etc. Donc ça, c'est un petit conseil. Demandez clairement ce que veut dire flexible, parce que la perception de l'un n'est pas forcément la perception. Excusez-moi, Claudia, je vais vous poser une question par rapport à ça. Oui. Pendant un entretien d'embauche, posez cette question-là à la personne qui est en train de nous faire passer l'entretien. Qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous voulez dire par flexible? Ça démontre déjà qu'on est dans une démarche de recherche et on est quelqu'un qui va un peu plus loin. Et par moments, ça peut faire peur à l'employeur. Je ne vous cache pas que quand je l'entends aussi autour de moi, dès qu'on commence à montrer qu'on a dans le cerveau et qu'on essaie de comprendre et qu'on cherche et qu'on a un minimum, on va dire, d'intelligence, ça peut aussi faire peur à certains employeurs, parce que pour être honnête, il y en a qui ne cherchent pas des gens qui réfléchissent, il y en a qui cherchent des gens pour appliquer les règles à la lettre. D'accord. Donc, ce que vous me dites, c'est il y en a qui cherchent des flexibles, finalement ne sont pas si flexibles que ça, qu'ils vont appliquer à la lettre. Donc, oui, ça peut faire ce que je suis en train de dire. C'est parce que, en fait, vous me dites quelque chose qui est hyper important, parce que moi, je n'ai jamais posé cette question. Qu'est-ce que vous entendez par être flexible? C'est une question à poser, très intelligente, mais je me dis, ça peut faire peur à la personne en face. C'est quelqu'un qui... Oui. Il y a moyen de la poser en disant, voilà, moi, je comprends la flexibilité par... Voilà. Et dire... Oui, je suis une personne flexible et je la comprends. Quand je dis demander ce que ça veut dire, voilà, la manière de demander, une des manières peut être de dire, voilà, je me considère comme flexible parce que j'ai telle et telle et telle qualité qui, moi, me font penser que je suis flexible. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que, chez vous, vous définissez la flexibilité? Voilà, donc la question n'est probablement pas tiens. Qu'est-ce que ça veut dire flexible? Mais en tout cas, on peut amener sa notion de flexibilité et vérifier qu'il y a une compréhension commune. C'est toujours la même chose en communication. L'idée, c'est de s'assurer d'avoir une compréhension commune. Parce que le bien-être au travail, pour faire le lien avec ce dont on parle, il commence là. Si je vous dis oui, je suis flexible, et vous me dites super, ça c'est quelqu'un qui est flexible et moi non plus, je ne vérifie pas. Et puis effectivement, on n'a pas la même notion de flexibilité. Très très vite, il y aura pas de match. Exact. Si pour moi flexible c'est autonomie, gérer mes horaires, et je dis oui je suis flexible, et que pour mon employeur où j'arrive, la flexibilité c'est comprendre suffisamment que c'est lui qui décide et personne d'autre, on a déjà un problème de départ. Donc si on ne vérifie pas ça, très rapidement le bien-être au travail, il ne sera pas là. D'autres choses aussi, mais certainement pas le bien-être au travail. D'accord. Donc, je dirais, assurez-vous de la compréhension commune. D'accord. Donc, Claudia, je vais vous décrire aussi un comportement. C'est répandre des rumeurs ou alors essayer de casser les collègues ou saboter leur travail pour arriver à ses fins, pour accéder à un poste plus supérieur. Ces rumeurs et ces, on va dire, la commère un peu au travail, comment gérer ce genre de choses, que je sois employé ou manager? Alors, les rumeurs au travail, c'est quand c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie à la personne concernée par les rumeurs. D'accord? Le mieux pour arrêter les rumeurs, c'est de ne pas y prêter attention. Ah. Alors, c'est sans doute le plus compliqué à faire, mais le mieux pour arrêter les rumeurs, c'est de ne pas y prêter attention. Si les rumeurs persistent, parce que généralement, ce sont des personnalités qui cherchent le moindre canal pour disperser et dispenser ces rumeurs, si ça persiste, moi, ce que je conseille, c'est en tout cas de ne pas affronter directement la personne. Éviter la confrontation. Et éviter la confrontation. D'accord. Oui. Avec ce type de comportement, la confrontation ne fonctionne pas. Parce que si elle avait envie de confrontation, elle ne passerait pas par les rumeurs.
Donc l'idée même de la rumeur, c'est d'éviter la confrontation et de mettre la personne mal à l'aise et en difficulté. D'accord. Donc accorder trop d'importance, confronter. Donc le mieux c'est d'ignorer, d'éviter. Certainement pas de se justifier, parce que se justifier par rapport à une rumeur, quelque part, c'est lui donner du crédit, sans le vouloir. D'accord, excusez-moi de vous interrompre, Claudia, excusez-moi, on doit absolument prendre une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Votre auditeur va nous envoyer un SMS. Allez, on y va. Tout de suite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach et formatrice spécialiste du bien-être au travail. Et on est en train de parler justement du bien-être au travail. Rebonjour Claudia. Rebonjour Manel. Ça va ? Oui, très très bien. Alors j'ai essayé. Donc on parlait du bien-être, on parlait des personnes toxiques surtout. On parlait des personnes toxiques. Donc vous avez, on n'a pas été dans tous les détails, mais je vous ai cité 3 ou 4 profils parce qu'il y en a, on va dire une trentaine, quarantaine, plus ou moins. Voilà. On peut pas en 1 heure d'émission, on peut malheureusement pas tout citer. Donc Mais si vous me permettez, Manel, pardon, ce que j'aimerais dire, parce que vous m'avez demandé le type de comportement à avoir. En tout cas, ce que je conseille aux personnes, une personne à comportement toxique, ça revient et ça revient toujours. Donc, ce que je conseille, en tout cas, en priorité aux personnes, c'est de ne pas douter d'elles. D'accord ? Les gens doivent avoir confiance en eux, ne pas douter d'elles-mêmes, ne pas laisser ce type de comportement prendre leur énergie et se dire j'en vaux la peine, moi je suis une belle personne, moi j'ai mes compétences, et ne pas laisser le doute s'immiscer par rapport à sa personne. D'accord. Je pense que c'est la meilleure arme, en tout cas, s'il y a un conseil à donner. Parfait. Donc, j'ai reçu une question de Malika qui dit, elle demande enfin toutes les méthodes pour améliorer le bien-être en entreprise. Pour l'autre SMS, bonjour Manel, j'aimerais que vous me communiquiez les coordonnées de Monsieur Rocco. D'accord, je vais lui demander de vous contacter. Donc, Claudia, comment améliorer le bien-être en entreprise? Donnez-nous des conseils et j'ai 3 minutes. 3 minutes. Oui. Très bien. Alors, comment améliorer? On en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois. Donc, pour améliorer le bien-être en entreprise, pour les entreprises, mettre en place des indicateurs de performance qui vont pouvoir mesurer le bien-être au travail. On en a parlé. Oui. Mettre aussi des actions en place qui peuvent passer. On a parlé la dernière fois. Je pense que vous m'aviez posé la question sur l'environnement, le baby-foot, etc. Oui. Ce sont des actions, ce sont peut-être des premières choses à faire, mais ce sont des choses qui ne conviennent pas forcément à tout le monde. Ça met un climat de travail qui va favoriser un certain bien-être. On l'a dit, un bien-être, c'est un état d'esprit. Les entreprises, aujourd'hui, plus que jamais, et je leur conseille de mettre en place des techniques, des apprentissages pour leurs managers, de manière à pouvoir être auprès des collaborateurs, de manière à pouvoir les questionner de la bonne manière. Je disais être à l'écoute, et je vous disais être à l'écoute pas qu'avec les oreilles, être à l'écoute avec les yeux, aussi être à l'écoute, avoir une écoute active, être là pour écouter le collaborateur, comprendre ce dont il a besoin. On en parlait la dernière fois, se sentir bien au travail, c'est avoir son bon niveau d'autonomie, être dans cet état d'esprit positif, c'est-à-dire avoir ses propres besoins auxquels on peut trouver une réponse. Je donne un exemple rapide puisqu'on n'a que 3 minutes. Quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui aime être entouré d'une équipe, quelqu'un qui a besoin de discuter, d'échanger des idées. Vous lui donnez un travail ou vous lui faites faire son travail tout seul dans un coin.
il ne va pas se sentir bien, il ne sera pas productif, donc les indicateurs de performance, de mesure, etc. seront négatifs, il ne va pas se sentir bien. Donc parfois, il suffit d'adapter l'environnement, de mieux écouter la personne, de lui donner les bons outils pour pouvoir faire son travail, pour vraiment améliorer de manière extrêmement efficace le bien-être. Ça veut dire beaucoup de charges sur les épaules des managers, effectivement. Mais voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'étais dans les temps, Manel? Oui, et il me reste encore quelques petites minutes. J'ai envie de vous poser la question sur les espaces, sur les open space. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est de la nouvelle mode. Maintenant, on fait Je vous écoute. Oui, les open space, c'est la nouvelle mode. Donc moi, j'ai connu la mise en place des open space quand on interdisait tout. Donc non seulement c'était open space, mais tout le monde travaillait de la même manière, avec le même bureau et sans photo, impersonnel. On va s'installer là où il y a de la place. L'avantage de l'open space, même quand les pièces sont fermées par des parois, par exemple, par des vitres, c'est de donner un sentiment on appartient tous à la même famille. Donc ça c'est une bonne chose, je trouve. C'est encore génial, même quand le bureau du manager est aussi open space. Oui, voilà. Donc ça peut donner une image, et ça donne une image on travaille tous ensemble. Maintenant, ça ne correspond pas à tous les types de travail à faire. Donc, avoir uniquement un open space, il y a des gens, ils ne vont pas supporter d'avoir un bureau. Moi, j'ai connu une époque où on disait, voilà, pas de photos, on s'installe là où il y a de la place. Il y a des gens, à nouveau, des profils, des comportements. Ils ont de ça. Ils ont besoin d'avoir leur bureau personnalisé, ils ont besoin d'avoir des photos de famille. Ce type de profil va aller s'asseoir dans le coin de l'open space, près du mur et pas au centre. Exactement. Donc, et là aussi, excusez-moi de vous couper, là aussi, même installer des plantes, juste un peu de verdure dans les bureaux permet aussi d'évacuer, ou alors d'évacuer le stress, on peut dire. La toute dernière question, et j'ai 30 secondes si vous permettez, autoriser les siestes. Parce que dans certains pays scandinaves, on autorise les siestes et on a même installé des lits pour faire des siestes. Pourquoi pas en Belgique? Et 30 secondes, s'il vous plaît, Claudia. Alors, pourquoi pas en Belgique? Je pense que c'est simplement culturel. On a cette notion il faut travailler et s'arrêter, c'est pas bien. Donc, je pense que c'est culturel. Est-ce que moi, je suis pour. En tout cas, il y a des études qui montrent qu'une sieste même très rapide ou une micro-sieste rend les personnes plus performantes. Et honnêtement, moi, je suis adepte de la sieste. Si je peux, c'est avec plaisir. Et voilà, il y a des études qui sont là pour dire oui, la sieste et la micro-sieste, la sieste flash rend plus performant. Donc moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je pense que culturellement, la Belgique n'est pas encore prête. Et on peut, oui, exactement, vous avez tout à fait raison. On peut aussi planifier. En plus, vous parlez à une méditerranéenne, donc voilà. On peut aussi planifier des retraites. Je suis pour, mais... Aussi, je suis pour. On peut aussi planifier des retraites de méditation pour détendre l'atmosphère, des voyages entre collègues. Je vous remercie infiniment, Madame Claudia Jimenez, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes la bienvenue dans mon émission quand vous voulez. Un très, très grand merci. Merci Manuel, grand merci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Un grand merci à Manuel qui vous remercie aussi. Émission très enrichissante. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle. Au revoir. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.